L'eau qui coule du robinet le matin, celle qui remplit nos verres ou même la pluie qui tape sur les pare-brises, eh ben, il y a de très très fortes chances qu'une grande partie de ce liquide provienne d'un tout autre système solaire. Ouais, c'est quand même un truc de fou quand on y pense. Ah mais c'est vertigineux, surtout quand on s'arrête 2 secondes pour regarder les images brutes de notre propre système solaire. Il y a une anomalie mais magnifique qui saute aux yeux de ceux qui nous écoutent. Totalement. D'un côté, on a quoi? Des paysages lunaires, des cratères hyper arides, des plaines de roches figées dans un vide glacial ou alors carrément brûlées par le soleil. Et puis au milieu de tout ce décor stérile, il y a cette petite bille bleue. Notre oasis, quoi. Voilà, une planète recouverte à plus de 70% d'un liquide en mouvement constant, l'eau. En fait, c'est vraiment l'élément fondamental, le déclencheur absolu qui a pris un vulgaire caillou flottant dans l'espace pour en faire bien, le seul berceau connu capable d'abriter des espèces vivantes et intelligentes. Absolument. Mais la question primordiale, celle qui donne un peu des sueurs froides aux chercheurs, c'est comment cette eau est-elle arrivée ici? C'est le paradoxe ultime de notre monde, en fait. Parce que sur le papier, si on se place d'un point de vue purement géologique et thermodynamique, la Terre primitive n'avait aucune, mais alors aucune raison d'être cette fameuse bille bleue. Elle devait être toute sèche, c'est ça. Elle ressemblait à s'y méprendre à la Lune ou à Mercure. Une grosse sphère rocheuse, stérile, totalement inhospitalière. Dans notre histoire géologique, l'eau, c'est une véritable anomalie. C'est un élément perturbateur qui ne devrait techniquement pas être là. Enfin, du moins pas dans de telles proportions. Bon, décortiquons tout ça. Notre exploration du jour se base sur une synthèse vraiment troublante qui a été proposée par la chaîne de Simply Space. Très bonne source, ouais. Et ça pose le problème très clairement. Notre mission aujourd'hui, c'est de retracer un peu cette enquête scientifique pour comprendre par quel miracle matériel une planète rocheuse a pu accumuler une telle quantité d'or bleu. Et pour bien comprendre, je crois qu'il faut remonter le temps de manière assez drastique. Ah oui, le cadre temporel est crucial ici. On parle d'il y a environ 4,5 milliards d'années. À cette époque, le système solaire, ce n'est pas du tout le manège bien ordonné qu'on connaît aujourd'hui. C'était le chaos, non? C'est le mot. C'était un véritable chantier de construction cosmique d'une violence inouïe. La Terre vient tout juste de s'agglomérer. Et ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit pour notre analyse, c'est qu'il n'y a pas encore de réponse unique, gravée dans le marbre concernant cette énigme. C'est toujours en débat. Exactement. C'est un puzzle géant qui mobilise en permanence les géologues, les astrophysiciens, les chimistes du monde entier. À chaque fois qu'on découvre de nouvelles exoplanètes, paf, on revoit nos équations. D'accord. Mais avant même d'essayer de pointer du doigt le coupable cosmique ou terrestre, il y a un mur absolu auquel toutes les théories se heurtent. Le volume. C'est ça le problème de la quantité. On ne cherchait pas à expliquer pourquoi il y a une petite flaque d'eau au fond d'un cratère paumé. Le défi colossal, c'est ce qu'on appelle en science la quantité critique. Et c'est vraiment le nerf de la guerre. Il est évident que dans les poussières originelles qui ont formé la Terre, il y avait quelques molécules d'eau coincées ça et là. On le sait. Mais le cauchemar des modèles mathématiques, c'est le volume qu'on observe actuellement. Parce qu'on parle de quoi? De milliards de kilomètres cubes? Mais oui, il fallait une masse d'eau titanesque, des océans assez profonds et persistants pour permettre non seulement l'apparition de la vie, mais surtout, et c'est le plus dur, son maintien sur des millions d'années. Pour que les cellules aient le temps d'évoluer? Exactement, pour que de simples cellules puissent devenir des bactéries multicellulaires complexes. Sans cette quantité critique, rien ne fonctionne. Imaginons qu'on essaye de comprendre comment une piscine olympique a pu se remplir en plein milieu du désert du Sahara. Ah, j'aime bien cette analogie. Bah oui, parce que si on trouve quelques gouttes de rosée sur les parois en béton au petit matin, bon, personne ne crie au miracle. Non, ça s'explique très bien par l'humidité de l'air. Exactement. Ou par la condensation. Mais si du jour au lendemain, le bassin de 50 mètres est rempli à ras-bord avec des millions de litres d'eau, la petite rosée du matin n'est plus du tout une explication tenable. C'est clair. Il faut forcément un réseau de canalisation invisible ou alors une armada de camions-citernes qui est venue déverser tout ça pendant la nuit. Et c'est exactement pareil pour la Terre, non? C'est tout à fait ça. Cela soulève une question importante. Si une théorie astronomique ne peut pas prouver mathématiquement cette quantité phénoménale dans ses modèles, elle est rejetée. Elle finit directement à la poubelle. Et c'est justement sur cette barrière monumentale du volume que les toutes premières grandes théories ont fait naufrage. Ah oui, parce que la démarche initiale des scientifiques, elle était pourtant super logique. Bah oui, on observe une quantité d'eau faramineuse sur la planète. Donc on se dit tout simplement que la Terre n'a pas pu importer tout ça. Elle a dû la produire elle-même. De l'intérieur. Voilà, de l'intérieur. C'est ce modèle classique qu'on appelait la théorie de l'accrétion humide. L'idée que la planète transpirait ses propres océans, en quelque sorte, c'est presque poétique.
Oui, c'est vrai, c'est poétique. Le scénario, c'était qu'au moment où la Terre s'est formée, en agglomérant des roches et des poussières, elle aurait emprisonné d'énormes quantités d'eau sous forme de gaz. Un gaz enfoui super profondément. C'est ça, emprisonné dans son manteau, dans la lave liquide, dans les minéraux hydratés. Et on supposait qu'au fil des millions d'années, grâce au refroidissement progressif et à une activité volcanique hyper intense, ce gaz s'était échappé. Donc les volcans auraient craché de la vapeur d'eau en continu? C'est l'idée. Une vapeur qui aurait saturé la toute jeune atmosphère et fini par déclencher des pluies diluviennes interminables. Des pluies qui auraient rempli les océans. Voilà. Mais bon, on s'en doute, les scientifiques ont fini par réaliser que c'était obsolète. Déjà à cause de ce problème de quantité critique qu'on a mentionné, Oui. La Terre ne contenait sans doute pas assez d'eau interne pour ça. mais surtout il y a eu un événement géologique particulier qui a littéralement fait exploser ce scénario. Un truc d'une brutalité impensable. La naissance de la Lune? Exactement. Ça, c'est le coup de grâce absolu pour la théorie de l'eau interne. Parce qu'il faut se rappeler que la Lune, elle ne s'est pas formée doucement, tranquillement. Ah non, pas du tout. Elle est le résultat d'un véritable cataclysme. La jeune Terre a subi une destruction massive de sa surface. Elle a été percutée de plein fouet, l'énergie dégagée a été tellement folle que la croûte entière a fondu. La planète est redevenue un noyau en fusion. C'est ça. Pendant des centaines de milliers d'années, c'était juste un océan de magma global à plusieurs milliers de degrés. Et c'est là que je trouve qu'on met vraiment le doigt sur l'absurdité de l'ancienne théorie. Parce qu'imaginons qu'on voit notre Terre primitive comme, disons, une éponge gorgée d'eau, bien enfermée dans un coffre-fort. Ouais. Si ce coffre-fort, on le balance en plein cœur d'un réacteur nucléaire, qu'il fond intégralement et qu'il reste à l'état de métal liquide pendant des millénaires, eh ben le contenu n'a aucune chance d'avoir survécu. Il ne reste plus une seule goutte. Ah ben non, c'est sûr. La chaleur extrême donne tellement d'énergie aux molécules d'eau qu'elles s'échappent toutes. La planète liquéfiée n'avait plus aucun moyen de retenir des gaz aussi légers. Donc tout s'est évaporé dans le vide de l'espace. Totalement purgé. Et l'implication cruciale de ça, c'est de la thermodynamique pure, c'est que si cette eau interne a été anéantie par cet enfer primitif, alors l'eau qui permet notre vie aujourd'hui dépend nécessairement d'une livraison. Une livraison venue de l'espace. Exactement. Venue de l'espace, après ou pendant ce chaos. Ce qui nous ramène donc à lever les yeux et à scruter le ciel pour trouver notre livreur. Alors bien sûr, on précise qu'on ne parle pas d'aliens ou de vaisseaux spatiaux. Non, de corps cosmiques. Voilà, de mécanique céleste pure. Et la théorie qui a été très longtemps admise, celle des fameuses explosions préhistoriques qu'on voyait dans tous les documentaires, c'est cette idée d'un bombardement météorique. Le grand bombardement tardif. C'est ça, une pluie constante d'astéroïdes et de météorites qui s'abattent sur la Terre pendant des milliers, voire des millions d'années. Faut s'imaginer que le système solaire naissant, c'était un vrai stand de tir. Des millions de rochers spatiaux foncés dans tous les sens, et beaucoup venaient des confins froids du système, là où il y a plein de glace. Donc, à chaque fois qu'une météorite s'écrasait, paf, elle livrait sa petite cargaison de glace. C'était la croyance populaire, oui. Cratère après cratère, ça fond, ça s'accumule, et ça forme nos océans. C'est séduisant parce que ça résout le problème du volume sur la durée. D'accord. Mais alors si ça explique comment on remplit notre fameuse piscine olympique goutte après goutte, c'est quoi la faille? Pourquoi des recherches plus approfondies ont réfuté cette idée? Ce qui est fascinant ici, c'est que la science a trouvé le moyen de vérifier la marchandise. La chimie est intraitable. Les chercheurs ont analysé la composition chimique de l'eau primitive sur Terre et ils l'ont comparée à celle de la plupart de ces astéroïdes. Le fameux test de paternité chimique? Exactement. Ils utilisent l'analyse isotopique. En gros, l'eau, c'est H2O. Mais parfois, on a un atome d'hydrogène un peu plus lourd, qui contient un neutron de plus. On appelle ça le deutérium. Donc l'eau de nos océans a une sorte de signature unique. Un ratio précis entre l'eau normale et cette eau lourde. C'est son empreinte digitale, oui. Or, quand on a scanné l'eau contenue dans ces millions de petits corps célestes rocheux, le ratio ne correspondait pas du tout. C'est excellent. En gros, c'est comme si on avait des milliards de camions de livraison cosmiques qui s'écrasaient chez nous. On pensait que c'était eux la source, et puis un jour, on analyse les reçus et on réalise qu'ils transportaient tous la mauvaise marque d'eau. C'est exactement ça. C'est quand même un sacré paradoxe, hein. La science exige une correspondance parfaite. Si les empreintes ne matchent pas, la théorie tombe à l'eau, si je puis dire. Et la conclusion est simple. Si ces petits astéroïdes ne sont pas les coupables, il faut chercher un coupable beaucoup, beaucoup plus gros. À une échelle planétaire, carrément. Voilà. Et c'est là qu'on en revient à notre événement cataclysmique fondateur. Si ce ne sont pas des millions de petites pierres, c'est peut-être une seule pierre géante. L'événement même qui a créé la Lune. La collision avec Theia. Exactement.
Il y a 4,5 milliards d'années, cette protoplanète nommée Theia percute notre monde originel. Et les débris ont formé la Lune, c'est prouvé par les échantillons des alunissages. Mais attendez, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que j'ai une grosse objection. Je t'écoute. On vient juste de dire que la collision avait transformé la Terre en magma et vaporisé toute l'eau. Et là, la théorie choc du moment propose que ce soit Theia qui ait transporté et livré l'eau. Mais c'est hyper contradictoire. Alors, à première vue, oui, totalement. Bah oui, comment l'eau de cette collision gigantesque n'aurait pas été vaporisée elle aussi? Eh bien, tout s'est bien vaporisé, sauf que la dynamique d'un impact géant est très différente. L'eau de Theia s'est transformée en une vapeur superchauffée, oui, mais la densité et la masse en jeu étaient telles qu'une énorme partie n'a pas pu s'échapper dans le vide, Elle a été piégée. piégée par l'immense champ gravitationnel de ce qui restait de la Terre. Ça a formé une atmosphère étouffante de vapeur, et quand la Terre s'est finalement reconstituée et refroidie, tout est retombé en pluies incessantes, laissant assez d'eau pour former notre monde actuel. D'accord. Mais pour que Theia amène autant d'eau, elle devait en être bourrée. Les experts pensent d'ailleurs que Theia pourrait provenir d'un autre système solaire, non? C'est la théorie de la planète vagabonde, oui. Certains pensent même qu'il s'agissait d'une véritable planète de glace. Elle aurait voyagé à travers le vide avant de nous percuter, transportant une densité d'eau sidérante. C'est complètement fou, parce que l'implication philosophique de ça, elle donne le vertige. Ah, on couche à notre propre existence, là. Mais oui, il a fallu les coïncidences les plus improbables de l'univers pour que cette eau arrive. Une planète vagabonde qui surgit de l'obscurité, qui percute la Terre avec un angle parfait pour ne pas tout désintégrer mais juste fusionner. Tout ça pour qu'on puisse des milliards d'années plus tard discuter de ça. Ça rend humble. L'humanité est peut-être une rareté absolue dans l'univers en fin de compte. C'est une vraie leçon sur nos fragilités cosmiques. Loin d'être un processus d'évolution tranquille et paisible, notre existence serait le fruit d'un chaos incroyablement chanceux. Un pur accident. Bon, même si cet impact est ultra spectaculaire, je sais que la science moderne a souvent tendance à fuir les explications qui reposent sur un seul événement miracle. Oui, on n'aime pas trop les baguettes magiques en astronomie. Du coup, il y a cette théorie de compromis, la théorie du brouillard primitif. Voilà. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, beaucoup de chercheurs penchent pour des modèles multifacteurs. La théorie marginale du brouillard propose qu'à la formation du système solaire, il y avait un nuage dense de gaz et de poussière. Et la Terre aurait capté des substances directement là-dedans, hein. Des oligoéléments, de l'hydrogène, des interactions chimiques à l'échelle microscopique auraient synthétisé de l'eau sur les grains de roche avant même la formation de la planète. Mais c'est presque plus difficile à concevoir, non? Au lieu d'un seul énorme caillou de glace providentiel, il fallait une recette absolument parfaite où chaque ingrédient microscopique arrive au moment exact. C'est la confluence des facteurs, oui. Dans ce modèle, l'eau microscopique, les astéroïdes et Theia jouent tous un rôle. Aucun n'est la source unique. C'est fascinant de voir que la certitude absolue nous échappe encore. On progresse, mais oui, le mystère demeure en partie. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Pourquoi c'est si important pour nous aujourd'hui? Parce que l'exploration spatiale n'en est qu'à ses balbutiements. Comprendre l'origine de notre propre eau, c'est indispensable pour comprendre nos voisins. Comme Vénus ou Mercure? Exactement. Pourquoi sont-elles dans l'état aride et infernal où elles se trouvent aujourd'hui, sans eau? Et puis il y a Mars. Le cas de Mars est particulièrement troublant pour ceux qui suivent un peu l'actualité spatiale. Ah, Mars, c'est le grand drame du système solaire. On a des preuves irréfutables que l'eau liquide y existait en abondance. Des rivières, des lacs asséchés. Oui, donc la question primordiale, la vraie question qui hante les agences spatiales, ce n'est plus seulement d'où vient l'eau, mais qu'est-ce qui a sauvé la Terre du sort funeste de la planète rouge? Pourquoi avons-nous gardé notre eau et pas Mars? Le champ magnétique, la masse, on espère que ce mystère sera résolu de notre vivant ou par les générations futures. On y travaille tous les jours. Mais avant de se quitter, ça m'inspire une pensée assez provocatrice pour tous ceux qui nous écoutent. Une réflexion pour prolonger un peu nos sources. Je t'écoute. Si l'apparition de l'eau et donc de la vie sur Terre résulte d'une collision cataclysmique comme celle avec Theia, d'une succession d'accidents violents et totalement improbables, est-ce qu'on ne devrait pas changer radicalement notre façon de chercher des extraterrestres? Comment ça? On passe notre temps à braquer nos télescopes pour chercher des planètes calmes, paisibles, sagement installées dans des zones habitables bien tranquilles. C'est vrai, c'est le protocole standard. Mais si ça se trouve, les véritables berceaux de la vie dans l'univers se trouvent dans les systèmes stellaires les plus chaotiques, là où les planètes continuent de s'entrechoquer dans une violence inouïe. C'est une perspective renversante.
C'est qu'il y a une invitation silencieuse à regarder le ciel étoilé. Non plus comme un havre de paix, mais vraiment comme un billard cosmique créateur d'océans. Chercher la vie dans le chaos, c'est brillant. Ça laisse de quoi méditer, n'est-ce pas? Merci d'avoir démêlé tout ça avec moi. Et pour notre explorateur du savoir, gardez l'œil ouvert la prochaine fois que vous regardez les étoiles.